Bienvenue au webinaire Batimatech. Donc, bienvenue chez vous, bienvenue dans la belle famille Batimatech. Batimatech, catalyseur du secteur de la construction des technologies. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'entendre Hugo Brizard. Hugo Brizard, qui est derrière la société qui s'appelle Pharonix, qui a développé une solution, application, technologie rattachée au secteur de la construction. Je vais le laisser lui-même l'exprimer. Et pour commencer, généralement, on fait comme on vient de faire tantôt. On parle avec certains d'entre vous qui sont présents parmi les participants. Ce qu'on souhaite d'abord, c'est vous exprimer qui est Batimatech au départ et par la suite, c'est Hugo qui va vous présenter il va faire sa présentation. Donc, Batimatech, c'est quoi? Batimatech, c'est un organisme à but non lucratif, dont un catalyseur du milieu de la construction, des technologies et du développement durable, dont la mission est de favoriser l'innovation, la collaboration, l'agilité et l'intégration des meilleures solutions numériques dans notre écosystème d'entreprise et dans nos institutions. Donc, Batimatech existe depuis 2018, donc sur papier comme OBNL, et avant ça, c'était à travers une société privée, une de mes sociétés. On veut vous entendre, on veut que vous soyez éventuellement des invités comme conférenciers, tout comme notre ami Hugo. Donc, on veut vous entendre, on veut vous connaître. Donc, si vous avez des sujets, des angles que vous pensez qui rentrent dans la mission de Batimatech, faites-nous le savoir, puis à ce moment-là, on pourra vous introduire dans le concept de Batimatech. Donc, grosso modo. On parle aussi de Batimatech comme étant le 9e événement à travers le Canada, parmi les 9 événements. Donc, au départ, on s'est fait connaître dans le B2B, c'est-à-dire à travers un événement construction, technologie, conférence, catalyseur de l'industrie, donc qui rassemble plus de 300, presque 400 personnes, donc grosso modo à chaque événement, le grand événement. Au niveau de la gestion de cet organisme-là, on retrouve un conseil d'administration paritaire et très diversifié. Annie Daniel, on a des gens en architecture, comptabilité, gestion de projet, développement durable, courtier immobilier, des gens en TI. Donc, rapidement, on a Annie, on a Denis, Serge, Robert, Jean-François, Jeffrey, Sandrine, Martine et Cindy. Et à l'occasion, se joignent des gens comme vous qui, à titre d'observateurs dans nos différents comités ou dans nos différents seulement au CA, parfois, certains se joignent également. Donc, on a des membres de Batimatech, on a ce privilège-là, donc on en a plusieurs qui se sont joints et qui croient au modèle qu'on est en train de bâtir pour amener davantage de possibilités au secteur de la construction. Donc, vous pouvez en prendre connaissance. Donc, Pharonix en fait partie. Puis évidemment, c'est plus facile pour participer comme webinaire d'être membre du concept. Donc, il y a plusieurs avantages que vous pouvez avoir, dont entre autres du soutien, des échanges entre les membres. On pousse de plus en plus également à créer du contenu de nos membres puis les diffuser dans nos différentes plateformes, dans nos différents médiums. Et évidemment, vous avez le privilège d'avoir des avant-premières ou d'autres éléments à cet effet. On parle également de bénéfices. Vous pouvez prendre connaissance via le site batimatech.com. Je resalue également le directeur de la chaire justement parce qu'on parle justement du chantier 2030. Pour moi, je trouve que le schéma qui a été développé par cette chaire-là schématise bien l'ambition du secteur de la construction dans l'intégration des technologies dans l'ensemble des facettes qui vont devoir être déployées à l'avenir. Au niveau du Québec, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs en Europe ou dans le reste du Canada, mais on a des programmes qui permettent aujourd'hui de former davantage la main-d'œuvre, former davantage les équipes pour éventuellement passer à l'étape suivante au niveau de l'intégration des technologies ou de mieux former son personnel pour l'après-COVID, la période qu'on vit présentement. Et éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez communiquer avec nous et on pourrait accompagner certaines entreprises, le cas échéant, dans la formulation, la demande, etc., ou la mise en relation. Je me présente, Francis Bissonnette, donc idéateur et promoteur de Batimatech. Donc, je travaille dans le secteur de la construction depuis plus de 20 ans. J'ai été dans le domaine associatif et j'ai développé également une agence de services conseil spécialisée en numérique, donc toujours en mode collaboratif, en mode TI, exactement. Donc, voilà. Et rapidement, Hugo, je vais lui donner la parole, mais pas tout de suite, parce que je vais vous présenter, dans le fond, les autres webinaires qu'on a fait dans les dernières semaines. Et vraiment, on est privilégiés. Donc, dans l'ordre du jour, ça va être la présentation d'Hugo, suivi de questions, période de questions. Soit dit en passant, vous êtes dans un webinaire ouvert, donc si vous voulez formuler des questions, c'est possible tout le long de ce dit webinaire-là.
Vous avez la possibilité d'avoir le QR, donc la question-réponse. Vous formulez votre question à cet endroit et à ce moment-là, on peut soit vous demander de les formuler de vive voix ou y répondre directement à travers Hugo, ou peut-être quelqu'un dans la salle pourrait répondre, quelqu'un parmi vous. Donc, on parle de l'adoption des technologies avec Hugo. On a également les coordonnées d'Hugo. Donc, et soit dit en passant, la présentation suivante va vous être acheminée là, dans les prochains jours. Donc, c'est suivi d'un sondage, évidemment. Donc, on en a eu un premier webinaire avec la gestion de projet à l'ère du numérique avec Jessica Lelièvre, donc qui était une première fois. Le télétravail avec Robert Meunier, pourquoi et comment, très utile. Opérer son entreprise en temps de crise, donc avec des gens d'expérience au plan comptable. La force majeure dans le secteur de la construction, qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça implique, surtout dans cette période-ci, avec des gens juridiques. Et également, les technologies de la construction, comment être plus performant. On l'a eu avec William Saint-Pierre. Également, l'approvisionnement local, donc le B2B, qui est important aujourd'hui, le nouveau modèle de B2B. On parle également de la collaboration, les nouvelles réalités par rapport à la collaboration en temps de distanciation. Puis, on l'a eu également sur l'IoT, Internet des objets, dans le secteur de la construction également aussi. Et les programmes pour permettre de converser, pour aller chercher justement le PAG, le programme en question, avec Annie Chantelois. Donc, grosso modo. Donc, plus récemment, on a eu la chance d'avoir 3 intervenants. Martine Payton, qui est du côté d'urbanisme, Vanessa Dominguez, qui est du côté architecture, et enfin Pierre-Luc O'Brien, qui est du côté courtier immobilier commercial. Donc, c'est intéressant, ça a permis d'avoir un bel échange justement sur cette perspective-là. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt de la part de l'auditoire. Donc, sur ça, je vais quitter la dite présentation et je vais permettre à Hugo de s'introduire et de présenter le tout. Merci beaucoup. Bien, merci Francis. Bonjour à tous. Mon nom est Hugo Brizard. D'abord, je tiens à remercier Francis là, pour cette superbe invitation pour vous présenter aujourd'hui un sujet qui me tient très à cœur là, chez Pharonix, l'adoption technologique. Donc, on a préparé pour vous aujourd'hui 17 astuces et considérations pour obtenir l'adhésion de tous. On en avait 42, mais il y a tellement de choses qui peuvent venir en tête. On a essayé de couper ça le plus succinct possible pour vous présenter vraiment les 17 qui me semblent les plus pertinentes en 40 minutes. Si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite vraiment à lever la main puis à poser vos questions, à intervenir. Le but, c'est que ce soit un échange. Et c'est une présentation aussi qui ne sera pas nécessairement scientifique avec des statistiques ou encore avec beaucoup d'informations du marché, mais plus par rapport à une expérience vécue à travers les 10 dernières années dans différentes entreprises que j'ai occupées et aussi différents développements technologiques qu'on a fait, différentes implantations avec différents types d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment un webinaire qui va vous permettre d'avoir peut-être des pistes de réflexion pour vous aider peut-être à envisager des lignées que vous n'avez peut-être pas considérées ou encore qui va peut-être vous permettre d'être plus efficace là, pour aller chercher vraiment l'adoption technologique du plus grand monde possible, on va dire, au sein d'une implantation de. Donc, peut-être un petit qui suis-je là pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis ingénieur en technologie de l'information gradué de l'ETS en 2009. Je me suis toujours concentré, on va dire, dans le développement d'applications web. C'est un peu ma spécialité. J'ai commencé ma carrière chez CAE Incorporé dans le sens où on faisait, avec les simulateurs de vol, on développait des outils pour les bases de données visuelles pour s'assurer que les aéroports, on va dire, qui sont en construction, qu'on puisse les transmettre en modèle 3D pour les pilotes qui sont formés à travers les simulateurs de vol. Donc, il y avait énormément de changements à gérer, beaucoup d'opérations aussi, puis il y avait beaucoup d'utilisateurs, on va dire, qui utilisaient notre plateforme de gestion pour le développement de cette application-là. Par la suite, je suis allé chez SNC-Lavalin. J'ai pu intégrer une équipe formidable pendant 6 ans à développer des outils pour des chantiers de grande envergure. C'était principalement des chantiers de 1 à 6 milliards de dollars. Donc, on était au début dans l'industriel, dans des mines, du oil and gas. Ensuite, on est allé dans l'institutionnel avec le CUSUM à Montréal, l'hôpital où j'ai eu la chance d'être chargé de projet puis de voir un peu plus sur le terrain la réalité, les difficultés un peu de mise en service, comment c'est complexe d'assurer vraiment toute une quantité d'informations phénoménale avec plusieurs utilisateurs au bureau, sur le chantier, dans la roulotte. Bref, toute cette synergie-là a amené des défis, on va dire, au niveau de l'adoption technologique. Et j'ai pris une pause de 1 an avec une année sabbatique
j'ai fait un road trip en fait avec ma conjointe de Montréal jusqu'en Terre de Feu en Argentine. Pendant 12 mois, on a traversé 17 pays, 70 000 kilomètres. Et ça nous a permis de réaliser en fait que la construction, il y en a littéralement partout, que tous les pays sont en développement, et au final, la construction se fait de façon similaire, on va dire, d'un pays à un autre. C'est pas quelque chose qu'on va dire qui est propre à chaque pays. Quand on construit une autoroute, on construit une autoroute un peu de la même façon, un peu partout. Donc, on a vu un peu cette envergure-là mondiale, internationale. Et je suis revenu au Québec, en fait, après ce voyage-là, avec plein d'idées, plein on va dire, d'ambition. Et en fait, je me suis retrouvé à aller dans une mission spécifique en Arabie Saoudite pour développer avec SNC-Lavalin, Fayez Engineering et le client principal était Saudi Aramco, un autre logiciel dans une mission de 3 mois qui visait à faire la gestion des matériaux, on va dire, sur la construction de puits de pétrole en Arabie Saoudite. Et donc, c'était encore une fois une nouvelle réalité avec des nouveaux types d'utilisateurs, des nouveaux processus, des nouveaux besoins qu'on a dû développer en 3 mois, de la conception de la base de données jusqu'à la formation de 40 utilisateurs. Donc, toutes ces expériences-là, on va dire, m'ont permis de réaliser que la technologie, c'est une chose, mais il y a beaucoup plus que ça derrière une implantation technologique avec succès. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui à travers les différentes slides. Je finis rapidement là, en mentionnant qu'au retour de ce voyage-là en Arabie Saoudite, on va dire, je suis allé chercher ma voiture au Brésil que j'avais laissée là, après 12 mois pour pouvoir revenir au Québec avec ma conjointe qui était enceinte. Et je suis devenu papa numéro 1, on va dire, en juillet 2016. Et en septembre 2016, on commençait Pharonix. Donc, c'est comme si on avait 2 bébés à s'occuper en même temps. L'histoire de Pharonix et K-Hub, c'est parti un peu en voyage avec des anciens collègues de SNC-Lavalin aussi, qui avait un peu la même ambition d'amener du changement dans l'industrie de la construction, puis d'amener un peu les entreprises, les PME à prendre le virage numérique plus efficacement. Et entre-temps, je suis devenu papa numéro 2 l'année passée. Et pour ceux que ça a un peu intéressé, je suis passionné aussi de photographie et de voyage. C'est des sites qui n'ont pas été mis à jour depuis 2016. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps pour le faire, mais si jamais c'est des passions que vous avez vous aussi, ça va me faire plaisir d'en discuter là, ensemble là, dans un autre moment. Donc, la problématique qu'on vit là, présentement dans l'industrie de la construction, c'est souvent lié principalement à la résistance au changement. C'est sûrement des visages qui peuvent être familiers par rapport à ce que vous avez peut-être rencontré là, sur les chantiers. Je sais qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont en développement logiciel parmi nous. On a des donneurs d'ouvrages, on a des entrepreneurs généraux, il y a des chargés de projet, des directeurs, il y a des décideurs peut-être d'entreprise. Donc, cette présentation-là est faite un peu pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour une personne en particulier. Vous allez peut-être vous retrouver dans certains points, peut-être pas dans d'autres. Mais certainement que la résistance au changement, vous avez tous un peu eu connaissance de ça ou vécu ça à travers peu importe le rôle que vous occupez aujourd'hui. Des outils qui ne répondent pas toujours aux besoins. Le domaine de la construction est un domaine complexe aussi. Ce n'est pas comme, on va dire, dans un domaine comme le manufacturing où c'est une chaîne de montage puis c'est un processus un peu défini. L'industrie de la construction, on travaille à l'extérieur dans des conditions, des fois il fait froid, il pleut. Il y a aussi, chaque projet est unique. Il y a différents intervenants qui peuvent venir en ligne de compte, des professionnels, des architectes, des chargés de projet, des directeurs, des surintendants, des inspecteurs. Il y a une panoplie de personnes qui doivent travailler ensemble dans un but commun. Et donc, d'avoir l'adoption de tous puis l'adhésion de tous, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et ça explique un peu en partie aussi pourquoi l'industrie de la construction est en retard, on va dire, au niveau de l'adoption technologique puis le virage numérique. Et je pense qu'ils sont en avant-dernier avant chasse et pêche. Puis que, par exemple, par rapport à une industrie comme le manufacturing qui observe des taux de productivité qui s'améliorent d'année en année de 3 à 4 %, l'industrie de la construction n'a pas nécessairement eu cette chance-là d'observer vraiment une progression au niveau de la productivité. Une autre des problématiques par rapport à tout ça, c'est aussi la difficulté d'utilisation des logiciels. Des fois, ils sont inadaptés. On parle peut-être des fois que c'est des vieux systèmes qui ne sont pas nécessairement adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Tout dépend encore une fois du besoin. Mais si on est pour faire aussi de la gestion, par exemple, de suivi de chantier, bien, ça fait en sorte qu'il faut avoir une application mobile qui est donc portable. Et donc, il faut avoir des outils technologiques qui sont simples et adaptés en fonction de chaque personne qui va l'utiliser. En plus de tout ça, les projets sont de plus en plus complexes à réaliser, puis on doit les réaliser aussi plus rapidement, tout en respectant les coûts et les budgets. Donc, ça demande quand même une gymnastique assez incroyable pour les chargés de projet, avec aussi les directeurs, tous les membres d'un projet, avec toute la quantité phénoménale de données qu'il y a à gérer.
Le papier crayon puis les fichiers Excel, les courriels, c'est bien beau, mais c'est peut-être pas nécessairement le plus optimal pour aider à gérer tout ça avec plusieurs projets en parallèle. Et donc, d'avoir des outils qui vont être adaptés, on va dire, à la réalité de chacun, ça va être quelque chose qui va vraiment être important là-dedans. Finalement, bien, on fait face à plusieurs possibilités, plusieurs logiciels. Vous avez sûrement aussi vu qu'il y a plusieurs logiciels qui semblent offrir un peu les mêmes choses sur le marché. Comment faire un choix éclairé là-dedans si on n'a pas nécessairement l'expertise à l'interne pour prendre des décisions éclairées par rapport à ça? L'industrie de la construction aussi, il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus âgés, on va dire. Donc, la culture d'entreprise, l'innovation dans l'entreprise n'est pas nécessairement présente dans toutes nos PME au Québec. Et quand vient le temps de faire un choix, on est un petit peu pris au dépourvu devant plein de solutions, puis c'est difficile de faire un choix éclairé. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, ça va être une approche qui est proposée en fait en fonction du triangle d'or qu'on appelle. C'est une approche aussi qui est connue sous le nom en anglais de PPT pour People, Process et Technologie. C'est hyper important de considérer les trois dans l'adoption technologique. Et souvent, l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va juste s'attendre à ce que la technologie fasse tout pour nous. Mais au final, il faut vraiment répondre aux besoins des utilisateurs et s'assurer aussi que c'est aligné avec les processus de l'entreprise, avec les objectifs de l'organisation. S'il manque un des trois, on réduit drastiquement les chances de succès d'une adoption technologique. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est 17 astuces et considérations qui sont en lien avec un de ces trois-là, ou parfois deux, ou parfois les trois en même temps. Vous allez le voir dans chacune des slides que je vais vous présenter dans le coin inférieur gauche. Il y a le petit triangle qui va être allumé, on va dire, en fonction du contexte. Et c'est vraiment très important là, de considérer les trois dans leur ensemble. Donc, la première astuce et considération, c'est, je fais un petit clin d'œil à Martha, je crois, qui est avec nous aujourd'hui avec le Pokayoke. En fait, c'est tout simple, c'est est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce qu'on essaie de rentrer un losange dans un carré? Si oui, bien, ce n'est pas le bon logiciel, on va dire. Il faut s'assurer que ça répond aux besoins d'un groupe de personnes. Il faut que ça réponde aussi à un besoin opérationnel, donc d'optimisation d'un processus d'entreprise. Puis il faut aussi que ça soit aligné stratégiquement avec les objectifs de l'entreprise à court, moyen et long terme. Donc, ça paraît banal, mais il faut vraiment que l'outil en question réponde à un besoin. La deuxième astuce, c'est quel est le positionnement, on va dire, de l'organisation. Est-ce que c'est justement aligné avec les objectifs de l'organisation? Est-ce qu'il y a un support de la direction? Est-ce que les personnes qui sont en charge de trouver des technologies se sentent supportées dans cette mission-là, on va dire, parce que c'est littéralement une mission de pouvoir trouver les bonnes technologies puis de trouver une façon de l'implanter efficacement. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir le support de l'organisation, de la direction. Si vous êtes en tant que décideur ou vous êtes dans la direction d'entreprise, assurez-vous de bien communiquer le message à vos employés, de mettre en place l'enthousiasme aussi face à l'implantation de nouvelles technologies avec une ligne directrice. Et si vous n'êtes pas le directeur ou le décideur, puis que vous êtes plus la personne qui est chargée, on va dire, de trouver une technologie, assurez-vous d'avoir le support de votre direction. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, qui va vraiment aider dans le processus. Ce n'est pas un combat qu'on mène seul, c'est un combat qu'on mène ensemble. Il ne faut vraiment pas avoir aussi l'envie d'être le seul dans l'entreprise à cogner le coup de circuit pour dire c'est moi qui ai implanté la technologie, c'est moi qui ai trouvé la technologie. C'est vraiment quelque chose qui se fait de façon organisationnelle, en équipe, puis il faut vraiment que tout le monde travaille dans la même direction là-dedans. Niveau numéro 3, en fait, l'astuce et considération, on va parler de êtes-vous bien accompagné? C'est certain que si vous avez des ressources à l'interne, par exemple un département TI ou encore des personnes clés qui ont déjà eu l'expérience de faire des implantations technologiques dans d'autres entreprises, bien, aidez-vous de ces personnes-là. Puis si jamais vous n'avez pas ces personnes-là à l'interne, assurez-vous peut-être d'avoir accès à des experts, des consultants. Il y en a une panoplie qui sont spécialisés dans différentes implantations technologiques, virages numériques. Faites-vous aider de ces experts-là. C'est des personnes qui, oui, ont une facturation horaire, mais qui, au final, l'investissement que vous allez faire va avoir un retour sur investissement beaucoup plus grand sur le long terme parce que vous allez commencer avec les bonnes structures et les bonnes bases. Il y a des subventions, comme Francis l'a mentionné aussi en ce moment, avec le PACME, donc le PACME, qui peuvent aider aussi à vous supporter dans ce virage numérique-là pour couvrir une partie des frais d'accompagnement, de mise en place de formation. Donc, assurez-vous d'avoir le monde autour de vous pour vous accompagner et vous aider là-dedans. Il y a aussi le fournisseur qui peut être très utile là-dedans si jamais il offre un service d'accompagnement, de mise en place et de formation.
le fournisseur est habitué de travailler avec des nombreux clients et il va pouvoir mettre en perspective selon ce qu'il a vu déjà dans d'autres implantations. Donc, faites confiance aux fournisseurs, faites confiance à des personnes qui sont des experts, puis à des personnes à l'interne aussi qui ont la volonté de pouvoir vous accompagner adéquatement. Puis, numéro 4, je pense que c'est mon préféré. Choisissez judicieusement vos champions. Ça, pour moi, c'est l'élément. Si j'avais un top 3, ça serait définitivement dans le top 3. Il faut trouver dans votre équipe la personne ou les personnes, si vous êtes chanceux, qui va pouvoir prendre sur leurs épaules cette implantation technologique-là. Cette personne-là, elle est clé. Si jamais vous n'en avez pas en interne, je vous urge de trouver quelqu'un, peut-être dans le prochain recrutement que vous allez faire, de non seulement trouver l'emploi qui lui est destiné, mais aussi dans les atouts complémentaires, de trouver quelqu'un qui est intéressé par la technologie ou qui est capable d'en prendre des projets, on va dire, secondaires sur son épaule. Parce qu'au-delà de faire son travail, il va être le point de référence dans cette implantation technologique-là. Et les gens vont pouvoir littéralement se référer à cette personne-là. Donc, ça prend quelqu'un qui connaît bien les processus d'entreprise, qui a des capacités interpersonnelles aussi, qui est intéressé par la technologie. Et ça va devenir un peu votre champion, le point central dans le succès de cette implantation-là. Donc, j'en vois ici là, avec nous aujourd'hui, il y en a plusieurs champions parmi nous. C'est déjà bon d'avoir le support de la direction, mais ce n'est pas un job qui est facile. C'est un peu ingrat parce qu'on se bat souvent contre d'autres personnes, on se bat souvent contre le statu quo. C'est pas évident comme job, mais quand vous allez réussir à faire l'implantation technologique, c'est très gratifiant, on va dire, de s'être battu pour pouvoir mettre en place tout ça. Niveau astuce et considération numéro 5, est-ce que l'outil est adapté aux divers types d'utilisateurs? Donc, si par exemple, moi, sur mon téléphone, j'ai besoin d'avoir la météo, bien, je vais aller m'installer une application qui va me donner la météo, puis ça va être relativement simple, ça va répondre à mon besoin. Je vais avoir d'autres applications comme ça qui vont répondre à mon besoin. Sauf que si, par exemple, le logiciel que vous voulez implanter implique diverses personnes dans l'entreprise, bien, chaque personne a des rôles et responsabilités différents, puis chaque personne est habituée de travailler d'une certaine façon. Un chargé de projet ne travaille pas comme un directeur de projet, ne travaille pas non plus comme un surintendant ou un inspecteur, ou encore le client peut-être qu'il va avoir une vue que le chargé de projet n'a pas. Bref, on parle de projet de construction, on parle d'une multitude de personnes qui vont potentiellement être impliquées dans cette adhésion-là. Et il faut s'assurer de pouvoir s'adapter à ces différentes personnes-là. Par exemple, dans notre logiciel Keops, qui est un logiciel pour le suivi de chantier collaboratif, ça fait en sorte qu'on a différentes personnes qui vont être impliquées dans ce processus-là et on a défini 5 personnes clés qui vont être nos utilisateurs types, on va dire. Donc, par exemple, on a le cadre supérieur qui va vouloir vraiment avoir une vue d'ensemble sur tous ces projets à un endroit. Lui, il ne veut pas aller chercher le micro, il ne veut pas aller chercher la donnée spécifique sur combien de déficiences qui restent à régler ou combien de documents est-ce qu'on a entreposés dans notre librairie. Il veut vraiment avoir une vue d'ensemble. Donc, il doit avoir une vue qui est adaptée à son besoin. Si on a, par exemple, le directeur de projet, lui, il va vouloir aller un peu plus dans le détail, on va dire, du projet. Donc, on va lui proposer un dashboard, un tableau de bord avec l'information qui va remonter à lui. C'est pas encore dans le micro, on reste dans le macro. On veut que la personne, le directeur, puisse prendre des décisions éclairées. Donc, on va vraiment adapter les écrans dans une même application, mais orientée pour le directeur de projet. On a le chargé de projet aussi, le chargé de projet qui, lui, va devoir gérer beaucoup plus au quotidien peut-être des listes d'informations. Il est souvent aussi habitué à travailler avec Excel, donc on ne va pas essayer de lui changer un peu sa façon de faire. On va avoir, on va dire, le même format avec des tableaux, des colonnes, pour ne pas nécessairement le changer de ce qui est nécessairement habituellement habitué à travailler avec dans le passé. Donc, il faut vraiment s'adapter en fonction de chaque utilisateur. Et finalement, par exemple, le surintendant ou l'inspecteur qui est sur le chantier, il ne va pas amener son laptop avec lui sous son bras, il ne va pas amener son écran d'ordinateur. Il faut que ce soit quelque chose qui est adapté, encore une fois, à sa réalité du terrain. C'est un mode exécution, par exemple, de l'outil et non pas un mode gestion. On ne veut pas retrouver toutes les fonctionnalités du mode gestion dans le mode exécution. L'important pour lui, c'est la mobilité, c'est l'exécution. Donc, il faut que les fonctionnalités soient simples et au final, c'est le même logiciel, mais c'est présenté différemment en fonction de différentes personnes dans ce projet, dans le cadre de ce logiciel-là. L'astuce numéro 6, assurez-vous de la flexibilité de l'outil. Ça, c'est hyper important. L'outil doit travailler pour vous et non pas l'inverse. Que ce soit pour l'utilisateur qui doit configurer l'outil pour ses propres configurations
ou encore l'organisation qui désire mapper ses processus organisationnels. Ce n'est pas à l'outil à dire comment est-ce que vous devriez travailler, c'est à vous à dire comme j'ai besoin d'un outil qui s'adapte à mes façons de faire. Donc, c'est important que l'outil soit capable de s'adapter à vos méthodologies de travail et non pas l'inverse. Peut-être que certains logiciels peuvent vous permettre d'activer ou de désactiver aussi des fonctionnalités. Ça pourrait, par exemple, si jamais vous avez un logiciel qui offre 10 modules, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir 10 modules pour commencer. Peut-être que vous pouvez commencer avec 3 modules, donc désactiver les modules que vous n'avez pas besoin. Si le logiciel offre cette flexibilité-là, ça va permettre de réduire le nombre de fonctionnalités que les utilisateurs vont avoir face à eux et ça va faciliter l'adoption technologique aussi parce qu'ils ne sont pas submergés de plein de fonctionnalités et ça leur paraît une montagne, on va dire, à affronter. Assurez-vous aussi de l'interopérabilité de l'outil. Très important. Ce qui est un gros irritant aussi dans l'industrie de la construction, c'est qu'il y a plusieurs logiciels où il faut qu'on fasse de la double entrée, on va dire, du double data entry. Puis ça, c'est un irritant majeur chez plusieurs personnes dans l'industrie. On ne veut pas nécessairement rentrer les données 2, 3 ou 4 fois dans différents systèmes. Donc, c'est important que la pièce du puzzle que vous recherchez, vous vous assurez qu'elle fit avec les autres. Il y a des ERP qui vont être un peu plus horizontales, qui vont toucher un peu plus à plusieurs pièces en même temps, donc ils vont être un peu plus intégrés. Mais souvent, ça vient avec plus d'implantation. Ça peut aussi être plus complexe à mettre en place, mais ça peut répondre à des besoins d'entreprise qui sont peut-être plus larges ou plus matures au niveau opérationnel. Donc, tout dépendant de votre besoin, cherchez à combler le bon morceau du puzzle avec ce que vous avez déjà en place. Et c'est super important, en fait, que vous ne vous sentiez pas prisonnier là-dedans. Dans le logiciel que vous allez utiliser, vous devez être en mesure d'importer des données, mais vous devez être en mesure aussi d'exporter vos données. Si vous sentez que vous êtes pris à collecter des données et que les données sont prises dans ce logiciel-là, pour moi, c'est un risque sur le long terme de la viabilité de ce logiciel-là à s'intégrer avec d'autres logiciels. Et on est aussi, surtout en 2020, on parle beaucoup d'API, d'intégration. C'est hyper important que les logiciels que vous allez choisir soient capables de se connecter avec d'autres logiciels et de partager de l'information. C'est ça qui va ajouter de la valeur, on va dire, sur toute votre chaîne. Et ça va faciliter l'adoption parce qu'on ne va pas nécessairement devoir entrer à chaque fois l'information plusieurs fois. Numéro 8, on a évalué l'accessibilité du fournisseur. Ça peut paraître banal aussi, mais est-ce qu'il peut répondre à vos besoins dans la journée? Est-ce qu'il peut venir vous rencontrer? Si par exemple, on achète une solution européenne en Allemagne, est-ce qu'il parle français? Est-ce qu'il parle en anglais si jamais votre projet est en anglais? Est-ce qu'il est dans le même time zone que vous pour le support ou vous devez attendre 6 heures avant d'avoir une réponse? Bref, ça, c'est des éléments aussi qui vont peut-être vous aider d'avoir la proximité du fournisseur, va vous aider dans l'adhésion aussi technologique parce que les gens qui ont des questions, si jamais la personne, le champion en l'occurrence, n'a pas la réponse ou qui a besoin de formuler une question, vous allez pouvoir la poser à votre fournisseur puis d'avoir un retour rapide. Puis aussi, sa proximité va vous permettre peut-être de développer des fonctionnalités ensemble plutôt que d'être un numéro parmi tant d'autres, on va dire, sur, mettons, 2000 clients. Si vous êtes un sur 2000 clients, ça va être peut-être un peu plus difficile d'aller chercher, on va dire, vos besoins spécifiques. Puis on rappelle que l'industrie de la construction, c'est une industrie qui est spécifique. C'est difficile de modeler une application qui répond à tous les besoins en même temps. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette proximité-là pour pouvoir customiser à la limite certaines fonctionnalités du logiciel pour vraiment répondre à vos processus à vous. Ce qu'on fait, par exemple, avec Keops, un exemple qu'on donne, on donne accès à tous nos clients à un portail dans lequel ils peuvent aller soumettre des bugs, des améliorations, des idées, des suggestions. Et c'est directement lié avec notre backlog technologique dans lequel, chaque fois qu'on fait une mise à jour, bien, le client il est mis au courant aussi de ce qui s'en vient dans les prochaines mises à jour. Donc ça peut être un moyen aussi de garder une proximité et une bonne communication avec l'utilisateur et les fournisseurs. Très important aussi, numéro 9, de définir vos attentes et de combiner des critères de succès avec le fournisseur. Vous avez une idée en tête. Le fournisseur, lui, a conçu son logiciel pour une autre idée. Assurez-vous de partager ça de part et d'autre avant de commencer pour s'assurer de définir les attentes. Ça va faire en sorte que la communication va être meilleure, puis ça va accélérer aussi l'implantation technologique et d'évoquer vos besoins et vos attentes de succès, bien, lui aussi, ça va lui donner un challenge parce qu'il va vouloir vous compter comme client pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc, d'avoir cette communication-là avec votre fournisseur pour vraiment établir vos attentes, ça va juste améliorer les chances de succès également.
Un autre, je pense que ça serait dans le top 3, celui-là aussi, UI, UX. Est-ce que c'est simple et intuitif? Donc, pour faire la différence entre le UI et le UX, le UI, c'est tout ce qui est interface utilisateur et le UX, c'est expérience utilisateur. On le voit ici, par exemple, sur l'image, une bouteille de ketchup qui, a priori, est très belle, semble faire, on va dire, la job, mais quand on l'utilise, bien, le ketchup sort difficilement, ça reste pogné dans le bouchon, c'est dur à nettoyer après aussi, donc c'est pas vraiment pratique. Alors que la bouteille de droite est peut-être moins sexy, ça je vais vous laisser en juger par vous-même, mais elle est beaucoup plus pratique, elle est beaucoup plus adaptée à l'utilisateur qui va devoir faire une action précise. Donc, c'est très important de considérer ça dans l'implantation technologique. Est-ce qu'au-delà de la simplicité, puis c'est beau, est-ce que ça fait ce que ça doit faire facilement, puis est-ce que c'est adapté à chacun? Dans la même suite d'idées avec le UI UX, on peut peut-être aussi être, on va dire, impressionné par cette image où est-ce qu'on semble vraiment, on a l'impression que la personne utilise son téléphone très simplement et tout, mais si on regarde vraiment, si on considère que c'est des plans qu'il consulte sur son téléphone, bien, entre vous et moi, consulter des plans sur un téléphone, c'est complètement inadapté. Et donc, ça prend peut-être une tablette ou encore une tablette tactile qu'on installe dans le chantier. Bref, il faut être en mesure de s'adapter aux différents besoins, encore une fois. Et faites attention, on va dire, au marketing de certaines entreprises. C'est beau de voir des images, c'est beau de voir des screenshots, mais si vous avez la chance d'avoir des essais gratuits et de rentrer dans l'application puis l'expérimenter vous-même, c'est là que vous allez vraiment voir l'expérience utilisateur. Donc, au-delà d'une vidéo promotionnelle ou au-delà d'images que vous pourriez voir à gauche et à droite, assurez-vous d'avoir une démo aussi, une démo peut-être de 1 heure. Généralement, les fournisseurs vont pouvoir vous faire ça gratuitement et vous allez pouvoir poser vos questions, vraiment avoir un feeling sur l'aspect de l'expérience utilisateur. Par exemple, ici, là, on le voit là, dans Keops, on a la version mobile et la version tablette. C'est deux choses différentes. La version mobile, ça prend 2 clics pour aller chercher l'information, pour pouvoir modifier, par exemple, l'information si on est pris par l'espace. Alors que la version tablette, on a le menu à gauche et on a l'information à droite. Donc, c'est beaucoup plus convenable, on va dire, pour l'utilisateur et ça va lui faciliter le travail au quotidien. Faites attention aussi à des logiciels qui disent être portables sur le téléphone ou tablette, mais qui ne sont pas nécessairement faits pour le natif, on va dire, ou pour s'adapter aux besoins sur les tablettes. Si vous voyez que la page, elle charge de la même façon sur le téléphone que sur la tablette, ce n'est pas une application qui a été développée pour la portabilité. Donc, ça aussi, c'est à considérer dans tout ça. Je regardais l'heure. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, Francis, ou des personnes qui auraient des ajouts? Je continue sur la présentation. Moi, pour le moment, tout va bien. Le terme UX, je vais peut-être interloquer Alain Robillard, qui est un spécialiste à cet effet. Le terme ERP, est-ce que tout le monde comprend c'est quoi? Je ne sais pas si on doit le définir vite. Ou... Je vais juste le spécifier, en fait, c'est un Enterprise Resource Planning System. Donc, c'est un logiciel, on va dire, qui a la capacité à adresser plusieurs verticales. Donc, dans la gestion de projet, par exemple, on pourrait avoir un logiciel qui va s'occuper de tout l'aspect de comptabilité, de la planification, de l'estimation, du contrôle des coûts. Grosso modo, il va toucher vraiment à des processus horizontaux de l'entreprise. D'accord, merci. Je te laisse poursuivre. Okay. Merci, Francis. Donc, l'astuce et considération numéro 12, on va continuer avec est-ce que la solution vous semble évolutive? Peut-être que vous voyez derrière le Jenga, là, vous avez peut-être déjà joué à ça. Si jamais vous enlevez des barres de bois, on va dire à un moment donné, la structure commence à être un peu plus instable et c'est plus difficile d'en rajouter par-dessus. Puis à un moment donné, bien, ça peut tomber sur le côté. Ça, c'est plus un lien de confiance que vous allez voir avec le fournisseur en question. Est-ce que vous sentez que vous allez pouvoir évoluer avec ce fournisseur-là dans le 1 an, 3 ans, 5 ans? Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir bâtir ensemble ou vous avez l'impression que ce que vous voyez, c'est pas mal ce que vous allez voir dans 5 ans puis que le logiciel ne va pas nécessairement évoluer? Donc, ça, c'est important à considérer si vous avez une vision à long terme stratégique pour de se lier avec un fournisseur, on va dire, qui va être capable d'écouter vos besoins et qui va être capable de s'adapter aussi dans cet accompagnement-là futur. Un point important aussi, ça peut paraître banal, mais générer de l'enthousiasme face à l'implantation. Il y a une part de responsabilité, encore une fois, la technologie seule
Ça sert à rien. C'est plate à dire, mais juste la technologie ne va pas faire la job pour vous. Ça prend les utilisateurs derrière qui vont répondre à un besoin d'organisation. Et donc, les utilisateurs, il faut générer de l'enthousiasme. Il ne faut pas dire un autre logiciel ou une autre implantation, on a déjà vu ça dans le passé, ça n'a pas marché, etc. On est face au changement aujourd'hui, on a besoin de prendre le virage numérique, c'est ça qui va vous donner de la compétitivité face à d'autres. Donc, ayez aussi le mindset derrière ça, avec une psychologie s'il faut, pour amener les gens à être enthousiastes face à cette utilisation-là. Si vous avez plus de monde qui embarque, bien, les moutons noirs, les personnes qui sont un peu plus résistants, bien, il y en a qui vont embarquer dans le groupe aussi. C'est naturel, on va dire, comme comportement social. Et ceux qui sont vraiment très résistants et qui ne veulent rien savoir, bien là, ça sera une gestion particulière, mais au moins, vous allez assurer d'aller chercher au moins 80 de la masse grâce à juste un mindset positif dans cette implantation-là. Étape 14, allez-y une étape à la fois. Ça ne sert à rien d'essayer d'avaler le gros morceau d'un coup. Généralement, peut-être des projets pilotes peuvent vous aider à y aller stratégiquement. On n'est pas obligé d'implanter une technologie au niveau corpo, horizontal, dès le premier jour, dans les 3 premières semaines. On peut peut-être choisir des projets pilotes ou des projets porteurs avec les champions, justement. Les champions vont un peu défricher le chemin. Et ça va permettre, dans le fond, d'avoir un succès rapidement et de pouvoir l'appliquer après ça peut-être à d'autres divisions ou encore au niveau corporatif, là, quand vous allez avoir senti la maturité. Peut-être que le logiciel aussi peut vous permettre d'activer ou de désactiver des fonctionnalités, comme je le mentionnais plus tôt. Ça ne sert à rien de commencer peut-être avec 10 modules dans un logiciel si on a juste besoin de 3 pour commencer. Donc, d'avoir cette flexibilité-là aussi va vous permettre d'y aller itérativement. C'est un processus qui est agile. On parle de lean aussi beaucoup. Il faut inspect and adapt. On inspecte, on adapte la solution, on inspecte le processus et continuellement, là, on va faire avancer. Puis le retour sur investissement, vous n'allez peut-être pas l'avoir dans les 6 premiers mois, dans les 12 premiers mois, mais vous allez l'avoir définitivement rapidement par la suite, puis ça va être substantiel par rapport à l'investissement que vous allez faire. Souvent, la technologie est considérée comme une dépense ou l'innovation. Malheureusement, il faut vraiment changer le mindset pour trouver une façon de voir ça comme un investissement. Et le fait de pouvoir y aller progressif, ça va pouvoir vous permettre d'y aller à votre rythme et aussi si vous êtes bien accompagné, vous allez pouvoir s'assurer d'avoir un bon plan d'accompagnement aussi par le fournisseur. Ça peut être des rencontres hebdomadaires que vous fassiez avec lui ou mensuelles pour s'assurer vraiment qu'il y a toujours un contact entre les deux et que vous avancez vers le but que vous avez d'implantation de la technologie. Souligner les progrès et célébrer les victoires. C'est super important aussi. On est encore dans un mindset là, positif. Quand il y a quelque chose qui se passe bien, bien on souligne la victoire, puis ça fait en sorte qu'il y a de l'engouement, que les gens ils ont l'impression de faire partie de quelque chose qui est plus grand qu'eux autres. Donc ça, c'est très important d'avoir le support, encore une fois, de la gouvernance, puis de marquer les bons coups aussi des différentes personnes ou des différents groupes de personnes qui réussissent à aller de l'avant, on va dire, avec cette innovation-là. Prenez le pouls aussi régulièrement. L'astuce numéro 16, c'est prenez pas pour acquis que les choses vont se faire par elles-mêmes. Encore une fois, la technologie seule, ça ne vaut rien. Il faut vraiment que la technologie réponde à un besoin et que les gens soient embarqués là-dedans. Si vous avez des commentaires comme quoi je ne peux plus me passer de ça, c'est un très bon signe. Si vous avez des commentaires comme « Ah, c'est compliqué, ça me prend plus de temps, ça ne m'aide pas », bien, allez chercher cette information-là, puis partagez-la avec le fournisseur pour essayer de voir comment vous pouvez trouver des solutions pour pouvoir raffiner peut-être un processus qui n'est pas encore parfait dans le logiciel ou encore quelque chose qui pourrait être amélioré au niveau du UX, comme on parlait plus tôt. Donc, c'est votre responsabilité d'aller chercher ce feedback-là chez vos utilisateurs et de pouvoir prendre une action concrète pour pouvoir s'assurer qu'ils ont le sourire. Les meilleurs feedbacks que j'ai reçus dans les 10 dernières années, pour moi, ça a été, par exemple, une personne qui m'a dit j'ai du fun à l'utiliser, le logiciel, par rapport à ce que je disais avant. J'ai du fun, j'aime ça embarquer dedans. Ça, c'est un bon signe. Ou encore une personne qui me dit c'est comme une drogue. Là, c'est assez intense, mais c'est vraiment ça. Quand quelqu'un te dit que c'est comme une drogue et qu'il ne peut plus s'en passer, c'est parce qu'il y a eu une réussite là-dedans. Puis ça, il faut marquer le coup, puis il faut trouver comment, après ça, le déployer chez tous les utilisateurs. La dernière astuce et considération, ça peut peut-être paraître banal, mais c'est quoi l'ADN du fournisseur? Qu'est-ce qu'il y a derrière la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise? C'est un lien de confiance que vous allez développer aussi avec le fournisseur. Puis,
ce soit avec vos utilisateurs, vos processus, il faut vraiment vous assurer d'être confortable avec ça. Donc, par exemple, nous, avec Pharonix et Keops, Keops a été conçu, en fait, le nom, c'est Construction Operations. Donc, le nom, c'est pour les opérations en construction. Et il y a 3 triangles dans notre logo Keops qui fait allusion aux pyramides d'Égypte, donc les pyramides de Gizeh, les 3 pyramides, qui sont des constructions qui ont su traverser les millénaires. C'est des constructions qu'on peut encore observer aujourd'hui. Donc, pour nous, dans nos valeurs d'entreprise, la qualité, la base solide, c'est hyper important. Et ça fait aussi référence aux 3 triangles qu'on a parlé aujourd'hui au niveau de l'utilisateur, les processus et la technologie. Donc, pour nous, c'est une façon de nous engager envers nos clients pour offrir vraiment une solution qui va être adaptée, pas juste de la technologie avec des beaux features, mais vraiment qui va répondre à un besoin et dont les utilisateurs vont être très heureux ou très efficaces dans l'utilisation. Et Pharonix, ben, il y a le 4e triangle, en fait, qui vient un peu consolider tout ça pour faire, on va dire, le succès ou mettre la colle dans tout ça. Et Pharonix, pour nous, ça veut dire quelque chose de grandiose, quelque chose de visionnaire, c'est pharaonique, mais aussi, c'est la conjoncture des mots de phare, qui est un guide pour arriver à bon port dans la gestion de projet, comme un lighthouse ou un phare maritime, et onyx, qui est une pierre semi-précieuse. Donc, nous, c'est notre façon qu'on a trouvée pour communiquer, on va dire, à l'industrie, notre volonté à changer l'industrie pour le virage numérique, d'être présent là-dedans. Donc, je vous invite à regarder un peu les différentes solutions technologiques que vous observez. C'est quoi? Avez-vous confiance dans où est-ce qu'ils s'en vont? C'est quoi les valeurs? C'est quoi la mission de cette entreprise-là? Et l'astuce et considération finale, c'est vraiment toujours de célébrer les succès. J'insiste là-dessus, ça serait mon dernier top 3. C'est une équipe, ça se fait ensemble. Seul, on va vite, comme on dit avec le proverbe africain, mais ensemble, on va loin. Donc, prenez pas tout ça sur vos épaules. Entourez-vous des bonnes personnes. Puis, je pense que vous allez réussir à vraiment améliorer toutes les chances de succès de l'implantation technologique si vous avez des considérations sur les 17 astuces que je viens de présenter aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Je serai prêt à prendre des questions ou à avoir des échanges si jamais vous avez des questions. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation, Hugo. Donc, on va revenir avec Alain Robillard qui est disponible, là, je pense, pour répondre à la question rattachée au UX. Puis sinon, j'ai Robert Meunier qui a une question. Donc, on va commencer avec Robert, si tu permets. Donc, Robert, je vais laisser d'ailleurs Robert répondre lui-même à la question. Donc, je vais activer son micro. Robert, est-ce que tu veux activer ton micro, s'il te plaît? Oui, c'est fait. OK, allez-y. Donc, vous avez formulé une question qui dit, concernant la présentation, ça semble être un angle client. Concernant le champion, je vous laisse continuer. Oui. Donc, toute ta présentation, c'est le client, c'est ses besoins au niveau du client. Et un des points, c'est de choisir un champion. Mais nous, comme fournisseurs, des fois, on arrive où notre interlocuteur ou le champion de l'autre côté émet certaines résistances. Des fois, il s'est fait même imposer peut-être la solution technologique. Comment tu arrives à contourner ces difficultés-là? Quand tu dis qu'il s'est fait imposer la solution technologique, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est lorsque, par exemple, puis moi, je le vois dans mon cas, où le président ou le patron va lui-même choisir Maestro, puis va l'imposer à son équipe, à son directeur financier, par exemple. Donc, okay. En théorie, c'est le champion, mais le champion n'est pas vraiment un champion. Donc, toi, tu considères en fait que la personne qui a été désignée n'est pas la personne qui devrait être désignée? Exact. Puis, comme on n'a pas nécessairement toujours, en tant que fournisseur, la vision interne de l'entreprise, c'est difficile, on va dire, pour nous de proposer cette alternative-là, de trouver quelqu'un qui serait peut-être mieux, qui fitterait mieux. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le genre de situation que tu as pu vivre, puis comment tu as contourné ce genre de problématique-là? Est-ce que j'ai une situation comme ça qui s'est passée? Ou peut-être des gens parmi vous là, qui sont les participants au Zoom, si vous avez une réponse à cette question. J'entends Marc Parenteau. Donc, vas-y, Marc. On t'écoute, Marc. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Okay, super. Bonjour tout le monde, c'est Marc Parenteau pour le CLIT. En fait, c'est une bonne question aussi, je pense, Robert, par rapport aux champions à l'interne. C'est effectivement, Hugo l'a mentionné, c'est vraiment un axe capital pour la réussite de l'implantation.
on a déjà été confronté effectivement à ce genre de choses-là. Je pense qu'en parlant, il faut que ce soit très clair aussi au niveau de la direction interne de l'organisation, d'exprimer clairement sa vision, d'exprimer clairement là où elle veut se rendre, pourquoi est-ce qu'elle fait des changements technologiques, donc de motiver la décision d'embarquer là-dedans. Puis ça nous est aussi déjà arrivé en cours d'implantation d'émettre un certain niveau de risque sur le choix du champion qui avait été fait, soit pour des questions effectivement peut-être d'affinité avec la technologie, soit au niveau peut-être de la motivation, même à implanter la technologie. Et je pense qu'en type de fournisseur, comme on veut s'assurer du succès de l'implantation, c'est notre rôle aussi de lever la main pour dire qu'il y a peut-être des enjeux à ce niveau-là ou que ça peut représenter un risque au niveau de l'implantation. D'accord, merci. Merci, Marc. J'ai également M. Paquin qui a un point de vue par rapport à ça. J'ai ouvert votre micro, M. Paquin. Pour répondre à la question de M. Meunier. Allez-y, M. Paquin. D'accord. Alors, moi, je suis donneur d'ouvrage et puis, bien sûr, on réquisitionne des services, donneur d'ouvrage public, réquisitionne des services avec des appels d'offres publics. Et puis, bien souvent, il faut comprendre la position, puis il faut se mettre dans les souliers du donneur d'ouvrage, dans les souliers du champion, du client. Fait que vous pouvez faire beaucoup pour ça. Vous pouvez justement l'épauler, ce champion-là, puis le faire, lui donner un petit peu plus de galon, le faire rayonner un petit peu plus, l'aider plutôt que de subir. Je pense que quand on se partage les préoccupations dans un projet d'une façon objective et ouverte, c'est au bénéfice du projet. Alors, tout le monde, on est le champion qui est là, fait partie de l'équipe maintenant, de l'équipe de projet qu'il faut mener à bien le projet d'implantation et d'adhésion de la solution. D'accord, merci beaucoup. Puis, Guy, pendant que tu es là, je pense que ça a bien répondu à la question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir sur la même question par rapport au modèle de client, le fameux champion? C'est bon? OK, merci. Tu es là, Hugo? Oui. OK. On pourrait peut-être revenir sur l'expérience UX. Alain, je ne sais pas si tu m'entends, si ton micro est ouvert. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Très, très bien, merci. Super. Bien, c'est une excellente définition du UX, premièrement, parce que le mot central, ce sont les personnes, ce sont les gens. Ça rejoint un peu le concept de champion aussi. Et puis, l'expérience utilisateur, en fait, c'est tout ce qui caractérise la relation qu'a une personne avec l'outil qu'elle utilise. L'outil peut être informatique, il peut en fait comprendre différentes technologies. Ça peut être mobile, ça peut être un ordinateur, ça peut être une tablette. Il y a des concepts, dans le fond, qui rejoignent tout ce qui touche à sa facilité d'utilisation. Puis une chose qui est intéressante là-dedans, une bonne expérience utilisateur, évidemment, il y a des grands principes qui existent, il y a des normes, mais un des facteurs de succès les plus importants, c'est la capacité de pouvoir montrer ça à des personnes. On parlait du champion tout à l'heure. On peut parler de gens qui seraient, dans le fond, invités à utiliser cette technologie-là. L'idée, c'est de trouver des mécaniques, des façons de les faire participer à la mécanique de conception, idéalement, donc très, 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 très tôt dans le développement. Et puis, dans les meilleures pratiques, en fait, c'est des choses qui sont faciles à dire, mais qui ne sont pas nécessairement faciles à faire parce qu'il faut les planifier, puis il y a des réalités terrain qui ne sont pas nécessairement évidentes. Mais le plus tôt on fait participer les gens à l'idéation de la solution sur laquelle on travaille, bien, le mieux. Alors, l'idée, c'est vraiment de travailler sur à la rigueur, qu'on a des idées, qu'on veut mettre en place des nouveaux processus qu'on va supporter avec un logiciel, une application, c'est de les mettre à l'essai le plus rapidement possible. Alors, j'ai fait des activités de test avec des gens dans toutes sortes de secteurs, que ce soit des professions libérales, des secteurs industriels, médicaux, le transport, et l'idée, c'est le plus rapidement possible de pouvoir nous exposer, nous, avec les solutions qu'on a, les idées, à se faire challenger, dans le fond, par les gens qui vont s'en servir. Et le fait de les amener très, très tôt dans le cycle de développement, quand c'est bien fait, bien, ça a plusieurs effets bénéfiques. Premièrement, on apprend des choses sur nos conceptions. Les gens, des fois, nous disent « Ah, ben oui, c'est sûr que si tu fais une analyse technique, une analyse d'affaires, tu as une certaine séquence, tu penses que c'est la bonne, mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que sur le terrain, pour toutes sortes de raisons, ben c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. » Donc, tous ces apprentissages-là,
plus tôt on les fait, le mieux. Et c'est une merveilleuse occasion de communiquer avec les gens aussi. Donc, de commencer à avoir un dialogue avec eux, d'avoir beaucoup de rétroaction et de faciliter, je crois, l'adoption. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de la présentation que je vois aujourd'hui, c'est que ce type d'activité-là, c'est effectivement un facteur qui va favoriser l'adoption parce que les gens développent confiance dans les gens qui offrent le système et développent confiance aussi dans le système parce qu'ils ont leur mot à dire là-dedans. Alors, ils vont se retrouver, on va augmenter la facilité d'utilisation, on va réduire les erreurs et on va augmenter la satisfaction des gens. Donc, c'est central et le mot-clé, on le voit très, très bien dans la pyramide ici, ce sont les utilisateurs, ce sont des personnes. Se donner la chance, dans le fond, de les rencontrer, de connaître leurs besoins et de leur permettre de nous challenger dans nos conceptions. D'accord. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sujet, Hugo? Sinon, j'ai Hervé qui souhaiterait formuler une question. Non, c'est bon, on peut y aller avec Hervé. OK. Donc, Hervé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voulais réagir par rapport à cette histoire de champion. Je pense que le sujet est capital pour le développement de ce business et ce développement auprès de fournisseurs comme Keops. Donc par rapport à ça, peut-être qu'il est peut-être envisageable dans un premier temps de commencer à peindre un type de profil idéal qui petit à petit avec l'expérience va se peaufiner, s'améliorer. Après, en termes de solutions, ça peut être aussi proposer aux clients de faire une première rencontre avec 2 ou 3 champions qui sont présélectionnés par l'entreprise. Et après, par la suite à cette première rencontre, essayer de diriger le client vers tel ou tel profil après avoir vécu un petit moment avec eux et après avoir fait une démonstration auprès de ces 2 ou 3 champions présélectionnés. Donc voilà, c'était une petite idée comme ça en passant. D'accord. Merci beaucoup, Hervé. J'ai Félix Laventure à qui j'ai ouvert le micro. S'il veut se joindre à l'activité, il est plus dans le domaine développement des affaires, vente. On t'écoute, Félix. Félix, j'ai ouvert ton micro. Donc, je ne sais pas si tu nous entends, Félix. Oui, absolument. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. OK, excellent. Merci. Désolé, là, je cherchais sur mon clavier comment ouvrir le micro. Je me permets d'intervenir. Bon, d'une part, pour commencer, commentaire général, très bonne présentation. Merci à vous deux. Je trouvais très intéressante la question concernant, je me permets le terme, là, le faux champion, qui, de toute évidence, et je suppose que j'ai bien compris la situation, ce faux champion qui est le grand patron, a vu les avantages, les bénéfices pour son entreprise. Et si je reviens sur la pyramide que Hugo a présentée, les besoins des utilisateurs, possiblement, ne sont pas nécessairement identiques à ceux de ce grand patron, de ce grand champion du président. Et là, il y a un ajustement à apporter dans la proposition de son produit, de son offre de service par rapport au projet. Donc, s'il n'y a pas de rencontre directement avec les utilisateurs, c'est ce faux champion qui est responsable de vendre les bénéfices de ce projet-là. Donc… Le 29. Pardon? Vas-y. Donc, il faut absolument, par le biais, par exemple, de questions, d'échanges, amener ce faux champion à réfléchir, à réaliser qu'il doit vendre les bénéfices du logiciel, du produit, du service, et certainement pas l'imposer. C'est écrit dans le ciel qu'il va y avoir une résistance d'une part de la part des utilisateurs, mais aussi les utilisateurs, et Hugo en a parlé un peu plus tôt, vont très clairement mettre des bâtons dans les roues du projet, même si quelque part il y aurait des bénéfices pour eux. Donc, il y a eu, je me permets le terme, une job de vente qui a mal été faite, où il y a un manque vraiment dans l'approche, où est-ce qu'on doit emmener effectivement le faux champion à réaliser qu'il doit faire une vente. Donc,
il y a soit l'entreprise qui fournit le projet, qui propose le projet, doit soit lui aider à ce faux champion-là ou bien même lui proposer de rencontrer les utilisateurs pour qu'on puisse ajuster la proposition. Alors voilà, je me permettais un petit apport. Là. Moi, je ne sais pas si j'ai la réponse ou du moins une idée, mais si le logiciel va permettre, selon moi, d'augmenter les compétences de l'employé, surtout s'il fait tout le chemin critique, par exemple, Alain a mentionné, mais il va aussi pouvoir augmenter ses tâches, puisque dans le fond, l'outil va lui permettre de finalement atténuer des éléments répétitifs ou longs à gérer. Puis c'est peut-être ces avantages-là, mais peut-être qu'ils ont besoin également d'être rassurés par rapport à leur rôle, puis justement tout le rayon qu'ils vont pouvoir occuper suite à la réussite du projet. Là. Oui. En fait, Francis, j'aime beaucoup la réflexion que tu es en train d'avoir. Il y a un mix ici de deux choses. D'une part, j'aurais dû le mentionner encore de façon très claire, il y a une préparation à faire avant ça. Donc, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens d'identifier 2 bénéfices possibles. Il y en a possiblement d'autres. Et dans un deuxième temps, réfléchir aux questions qu'on devra poser au faux champion pour le faire prendre conscience des impacts. Alors, il va y avoir des bénéfices qui sont très pécuniers, si je peux dire, ou matériels, mais il y a aussi des bénéfices qui sont beaucoup plus émotifs, baisse du stress, augmentation du plaisir dans la job. Ça aussi, Hugo en a parlé tantôt. J'ai adoré cet environnement dont on a parlé un peu plus tôt, encore une fois, par le biais d'Hugo, lorsqu'il mentionnait, il y en a qui ont vraiment du plaisir, ils trippent à utiliser le produit, comment j'emmène effectivement un faux champion à faire ce travail-là avant même que le projet soit démarré, de faire prendre conscience de ces bénéfices-là? C'était par le biais d'une préparation au niveau, entre autres, des questions. Et tu viens de commencer à le faire où est-ce qu'on va identifier, par exemple, les impacts très positifs sur les utilisateurs. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Félix. En passant, on se connaît mutuellement, Félix et Hugo. Là, on a des points communs avec Félix. Merci beaucoup d'avoir été présent à notre webinaire. Merci beaucoup. J'ai ouvert également le micro à Johan Eugénie. Donc, si tu veux formuler ta question, je ne sais pas si… Oui. Allez-y. Ouais. Bonjour, c'est ça. Moi, je suis donc Johan Eugénie. Je suis chargé de projet pour une compagnie de construction. Et c'est vrai que nous, on est beaucoup tourné vers justement le virage technologique. Et belle présentation, Hugo, tout d'abord. Puis je me demandais, est-ce qu'avec la crise du coronavirus, est-ce que déjà tu sens un changement dans les mentalités? Est-ce que tu as plus de demandes ou de demandes de rendez-vous ou d'essais, justement? Parce que c'est sûr que là, on a une première crise. Il y aura un déconfinement qui va se passer d'ici 1 mois ou 2 peut-être. Il faut s'attendre à des nouvelles vagues, donc peut-être à des périodes de reconfinement. Et c'est sûr que le virage technologique, il faut s'attendre à ce que beaucoup de monde travaille justement en télétravail. Puis, est-ce que tu sens déjà un changement ou… Oui, tout à fait. Là. Il y a comme une étincelle, on va dire, qui est venue allumer un peu des idées chez certaines compagnies pour se doter justement d'outils pour… dans notre cas, à nous, c'est un outil collaboratif, donc qui fait le pont entre le bureau et le chantier. Donc, c'est certain que dans cet aspect-là, on aide à réduire la distanciation, on va dire. On peut faire le suivi de chantier à partir du bureau en télétravail. Donc, c'est un élément qui est très important dans les circonstances actuelles. Et donc, oui, il y a beaucoup de monde qui font des demandes, qui sont un petit peu en mode panique, qui cherchent des solutions rapidement, puis qui ont besoin de répondre à un besoin maintenant. Donc, c'est moins dans une démarche, on va dire, structurée. C'est plus dans une démarche, on va dire, que de nécessité rapide. Et c'est certain qu'en ce moment, il y a cette étincelle-là qui fait en sorte qu'il y a une accélération, on va dire, là, de la prise de conscience que c'est crucial, voire… je pense que c'est primordial de prendre le virage numérique. C'est ça qui va donner la compétitivité par rapport à d'autres entreprises qui ne le feront pas. Puis malheureusement, je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles. Je pense que la crise va frapper malheureusement très fort dans plusieurs entreprises. Puis ceux qui ont réussi à comprendre, on va dire, cet avantage-là compétitif par rapport à d'autres, mais je pense que c'est les personnes qui vont, heureusement ou malheureusement pour les autres, rester puis croître leur entreprise. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Robert, est-ce que tu voulais intervenir pour la suite? Je peux réactiver ton micro si ce n'est pas déjà fait. Ou Marc? Non, moi ça va, c'était super intéressant. OK, d'accord, merci. Merci, Hugo.
Merci, Robert, de nous accompagner dans l'exercice. Merci à tout le monde de nous suivre, de participer à l'aventure Batimatech webinaire. Je ne sais pas si, Hugo, tu voulais ajouter d'autres choses? Simplement que c'est comme un petit voyage. Il faut commencer quelque part, puis il y a une destination. Puis c'est chaque jour en faisant un petit peu dans la bonne direction qu'on va se rendre à la destination. Donc, il ne faut pas le voir comme une montagne insurmontable. Il faut juste y aller étape par étape, puis de bien s'entourer. Puis j'ai confiance que l'industrie va pouvoir… Exact. Permette-moi d'introduire Martha Janet. Je ne sais pas si tu es présente, si ton micro est ouvert. Martha? J'ai ouvert le micro de Martha. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Oui, je suis là. OK, donc je vous laisse intervenir parce qu'évidemment, ça ressemble à un party de gars, mais si vous pouvez participer, on va casser le bal. Allez-y. Eh bien, en réalité, non, j'ai eu le plaisir de croiser Hugo dans des conférences Lean qu'on a fait, de visites Lean sur des chantiers. Oui. Puis j'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui. Je pense que la présentation clarifie quand même très, très bien les enjeux qu'on vit ou qu'on peut vivre pendant l'implantation d'une plateforme collaborative, puis des systèmes qui peuvent aider à augmenter la productivité. Je sais aussi qu'il y a des organismes gouvernementaux comme la SQI qui se sont mises plus en mode collaboratif aussi dans ces contrats. Donc, je pense que ça commence à s'ouvrir le marché. Les gens commencent à ouvrir l'opportunité qu'on puisse travailler en équipe. Et puis, ça reste que le type d'outils qu'on a besoin dans l'industrie, c'est exactement ça. On a besoin d'avancer là. Je trouvais bien la présentation, Hugo. Merci beaucoup. Tu as bien résumé les enjeux puis les clés de succès. Merci beaucoup pour l'invitation. Justement, inviter mes collègues de bureau parce que pour eux, c'est bien de comprendre qu'est-ce qu'on vit nous puis qu'est-ce qu'on a besoin d'implanter nous. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Soit dit en passant, je rappelle que l'intelligence est à la fois à travers Hugo qui a présenté l'adaptation des technologies dans le secteur de la construction, mais également à travers l'ensemble des participants aujourd'hui, donc des Alain, des Félix, des Marc, des Robert et des Andrea et des Martha. Vous pourriez vous-même éventuellement devenir un panéliste, un invité au webinaire. Vous pourriez vous-même joindre d'autres participants, introduire des invités. On a la chance aujourd'hui d'avoir des gens à l'international. On a fait un tour à Lille, quelque part d'autre en France. Donc, le webinaire nous permet d'avoir des invités à l'international puisque les enjeux COVID ou les enjeux d'intégration technologique, ce n'est pas juste une problématique locale. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans le développement ici de nos technologies, c'est des éléments qui peuvent également s'exporter à travers le monde. Donc, bravo. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Hugo? Non, tout simplement, merci encore pour cette invitation, Francis, très apprécié. Puis bravo pour le travail que tu fais avec les webinaires puis Batimatech. C'est vraiment une excellente organisation pour l'industrie de la construction. Puis on en a bien besoin de monde comme toi. D'accord. Merci beaucoup tout le monde. Puis bienvenue dans la famille Batimatech. Devenez membre de Batimatech. Devenez partenaire. Devenez également, comment on appelle ça? Panéliste, conférencier. Bravo, Hugo. Merci. Merci à tous. Bye. Au revoir.